Et il y en a qui font des efforts de discrimination positive et puis qui essayent d'intégrer des gens. Et en fait, après, on se retrouve avec des rédactions qui font de la discrimination positive, qui prennent plein de stagiaires et plein d'alternants racisés et qui, après la fin des stages et des alternances, il n'y a plus personne. Et qu'en fait, il n'y a pas du tout de pérennisation de l'emploi, donc il n'y a pas de CDIsation. Vous êtes en train d'écouter une discussion du Le Cozy Lab, le format et le podcast où on discute avec le public et des invités incroyables sur une thématique donnée dans un cadre cosy et sympathique. Cette discussion a été organisée lors du Festival des médias indépendants organisé par le Grand Contrôle en avril 2026. Bonne écoute et abonnez-vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'espace du Le Cozy Lab au Festival des médias indépendants du Grand Contrôle. Je suis Flavien, je suis le créateur et l'animateur de cet espace du Cozy Lab. Pour vous expliquer un peu, comme vous voyez, c'est un espace convivial où vous allez discuter avec les intervenants qui sont là. Oui, vous avez bien entendu, vous allez discuter vous avec les intervenants qui sont là. Le but est qu'on papote tous ensemble sur la thématique suivante. Pourquoi un tel manque de diversité dans nos médias, dans les médias? C'est bien ça le titre que j'ai dit. C'est bon. Comment ça va se passer? C'est que là, ils vont se présenter chacun. Et après, je vais passer parmi vous pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce qui vous intéresse dans la discussion. Et je poserai une première question parmi ce que vous avez posé, peut-être, ou un truc qui va me venir dans la tête. Est-ce que déjà vous entendez tous bien? Il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a des questions bêtes, c'est moi qui les pose. Et il n'y a pas de remarques bêtes. Pareil, dans tous les cas, c'est moi qui m'occuperai de faire le pitre. Commence, présente-toi. Bonjour. Moi je m'appelle Margot Houssine, je suis journaliste pigiste, donc je suis journaliste indépendante et je travaille avec plusieurs médias sur les thématiques principalement de migration et de discrimination. Et j'interviens aujourd'hui pour l'AJAR. L'AJAR, c'est l'association des journalistes antiracistes et racisés qui existe depuis 2023, depuis mars 2023, et où en fait on a deux axes. Un axe où on fait du soutien pour les journalistes racisés qui travaillent soit à la pige, soit en rédaction. Et le deuxième où on lutte contre le traitement médiatique raciste dans les médias français, principalement. J'ai fait une présentation assez rapide. C'est très bien. De toute façon, on va sûrement revenir dessus, c'est des questions. Super. Bonjour à tous, moi c'est Ishita Gomez, je fais partie de l'association Talk Taboo Media, TTM, qui a été créée en 2021 suite à l'histoire personnelle de notre fondatrice, Christelle Harry, en lien avec le sujet de l'inceste. Et en fait, progressivement, on a évolué et on se positionne maintenant pour libérer la parole et pour dédier notre média pour les personnes sud-asiatiques en France. Et donc, c'est pour raconter nos vies, notre expérience. C'est aussi pour documenter notre histoire en France que nous faisons ce média et pour la représentation et la visibilisation. Donc, on est devenu un média associatif en 2023. Et on a trois axes de travail qui est l'événementiel qui se porte surtout sur les conférences, les cercles de parole et des événements qu'on fait en collaboration avec la Maison de la Conversation. Le côté audiovisuel avec des podcasts, des talk-shows et le blog où on a des rédactions et donc tout ce qui est articles et on documente tout ce qui va aussi avec. Voilà. Et moi, c'est Réa Simon. Je suis producteur de la chaîne Histoire Crépue, qui est un média qui parle d'histoire coloniale et d'antiracisme en France, sur YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, X, voilà. Merci. Et je vais passer parmi vous. Attends, fais gaffe à ton gobelet. Et je vais passer parmi vous pour vous donner le micro pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous intéresse dans la discussion. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Fatoumata Koulibaly, je suis journaliste indépendante, notamment pour le Bondi Blog, le magazine Chimia et quelques articles pour Mediapart. Et évidemment que la discussion m'intéresse en tant que journaliste noir dans le paysage médiatique français, donc voilà. Je m'appelle Yanis, je suis au chômage techniquement, mais je suis supposé être développeur. La discussion m'intéresse parce que, pour le coup, j'ai entendu parler de la discussion au stand d'Histoire Crépue. Et sans même savoir de quoi il en retournait réellement, je souhaitais m'y intéresser parce que les questions d'antiracisme me tiennent à cœur. Comme je l'expliquais, je suis un peu l'arabe bien intégré par définition de base.
Et j'ai beaucoup à me remettre en question sur ces questions, donc tout ce qui tourne autour du sujet me tient assez à cœur. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laurette, je suis rédactrice web indépendante et en fait je suis là parce que cette question de la diversité dans les médias m'interroge du coup et probablement pas que pour cette raison-là, mais même si ça se voit pas, je suis d'origine algérienne et donc ça me parle aussi par rapport à tout ça, même si ça me parle aussi parce que je suis bien sûr, j'ai à cœur de lutter contre le racisme dès que c'est possible, notamment. Donc voilà, tout simplement. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Gladys. Je suis aussi journaliste, rédactrice, secrétaire de rédaction. Et comme toi, ça me concerne directement. Et depuis que j'ai commencé, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis journaliste. J'ai toujours été toute seule, la seule noire dans les rédactions. Et du coup, j'aimerais un peu savoir comment ça se passe pour les nouveaux journalistes et ce qu'ils en pensent et qu'on puisse discuter autour de tout ça. Merci. Je vais poser une première question et normalement à partir de là, je ne vais plus parler. En tout cas, ce sera vous qui allez parler. Pour parler, c'est très simple. Vous levez la main et j'arrive avec le micro. Ne soyez pas timide. Vous voyez qu'on est en bonne intimité. Il y a marqué échange intimiste à chaque fois en dessous. C'est le but. Je vais poser la première question et ça va rebondir un peu dessus. Est-ce que c'est plus... Peut-être qu'il y en a, on va voir. Est-ce que c'est plus facile maintenant sur l'intégration des journalistes ou c'est plus difficile ? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile ? Franchement, je saurais pas dire. Je dirais qu'il y a des aspects qui doivent faciliter maintenant de l'intégration. Mais en fait, dans la diversité dans les médias, nous, ce qu'on a un peu analysé, c'est que ça commence dès les écoles. C'est-à-dire que, en gros, pour ceux qui ne savent pas, dans le journalisme, il y a 2 types d'écoles. Il y a les écoles reconnues et les écoles non reconnues. Et donc, en France, il y a 15 écoles reconnues. Et il y en a 13 qui sont sur master. 2 qui sont accessibles en post-bac ou bac plus 1, bac plus 2. Et en fait, déjà, dans l'accès à ces écoles-là, elle se fait souvent grâce à des prépas. Et donc, en fait, si tu n'as pas un capital culturel hyper important, ou si t'es pas un peu bourgeois ou très éduqué en tout cas sur les questions de médias, c'est très compliqué d'y avoir accès. Et en plus de ça, du coup il faut payer ses prépas pour faire les concours et c'est hyper compliqué, c'est des taux d'accès qui sont très faibles. Et donc du coup ça commence par là. Et puis quand bien même on arrive à accéder à ces écoles de journalisme. Donc, une partie fait ces écoles reconnues, une partie doit payer des écoles qui ne sont pas reconnues, qui sont privées, et donc faire des emprunts pour beaucoup qui doivent rembourser après, parce qu'elles sont très très chères. Et en fait, donc ces personnes qui font pas d'école reconnue, elles essayent d'intégrer les médias, mais difficilement, parce qu'en fait, il y a déjà des médias qui sont accessibles que sur école reconnue. C'est-à-dire qu'on peut pas faire des stages n'importe où quand on est en école privée. Donc par exemple, France Télé ne prendra pas de stagiaires normalement. C'est un peu en train de changer, mais pour l'instant ils prennent pas de stagiaires d'écoles pas reconnues. Et donc voilà. Et donc quand bien même on arrive à intégrer une école de journalisme qui est reconnue, on se retrouve à arriver à faire des stages parce que ou des alternances dans les médias qui veulent bien nous prendre. Ceux qui veulent bien nous prendre, tant mieux. Et il y en a qui font des efforts de discrimination positive et puis qui essayent d'intégrer des gens. Et en fait, après, on se retrouve avec des rédactions qui font de la discrimination positive, qui prennent plein de stagiaires et plein d'alternants racisés. Et qui, après la fin des stages et des alternances, il n'y a plus personne. Et qu'en fait, il n'y a pas du tout de pérennisation de l'emploi, donc il n'y a pas de CDIsation, il n'y a pas particulièrement de CDD qui sont proposés. Et donc en fait, ces personnes-là, elles se retrouvent, si elles arrivent à faire une école, elles se retrouvent sur le marché de l'emploi dans des statuts hyper précaires, en fait, que sont le statut de pigiste ou d'intermittent quand les personnes font de la production. Et donc du coup la question de base était est-ce que c'est plus facile ?
en fait, je pense qu'on aurait tendance à dire que c'est plus facile avec les prépas, par exemple la prépa égalité des chances du Bondi Blog qui permet à beaucoup d'étudiants et étudiantes racisés d'avoir accès aux écoles. Et par rapport à cette idée que les médias maintenant font de la discrimination positive, mais déjà c'est une minorité vraiment très 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 rare. Qui favorisent à compétences égales des personnes racisées. Et en plus de ça, sur le long terme, en vrai, ça n'a pas particulièrement d'impact parce qu'en fait, c'est des personnes qui ne sont pas embauchées après, quoi. Donc, ils se retrouvent dans des statuts précaires. Voilà. Moi, j'ai pas fait d'école de journalisme non plus. Je suis pas journaliste non plus. En fait, j'ai fait des études d'ingénieur et je suis juste producteur aujourd'hui. Un peu par chance, parce que j'ai rencontré Someboy à un moment où il était en train de construire sa chaîne et j'avais remarqué que il y avait très peu de diversité dans le milieu des médias à ce moment-là. Donc c'était il y a 5 ans. Et encore aujourd'hui, je pense que je le vois encore, même dans les médias indépendants, genre Mediapart ou le Média ou Street Press ou même s'ils sont indépendants, il n'y a pas forcément ce truc. Même s'ils sont indépendants de gauche, il n'y a pas forcément cette question-là qui est mise en avant. Tu vois, genre même à l'UMA, tu vois, on parle de racisme, etc. Mais il y a quand même des blancs qui sont en train de parler de ça. Du coup, on se pose des questions de est-ce que effectivement on parle vraiment de ça ou on en parle en blague et voilà. Et du coup, je suis pas sûr que ce soit moins facile aujourd'hui. Non, plus facile aujourd'hui. Et peut-être la facilité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on croit qu'on peut créer des médias en tant que journaliste et parce que Instagram, YouTube nous permet d'avoir une audience. Mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux parce que il y a tout un process derrière qui permet de recruter des journalistes et qui permet d'avoir la carte de presse, etc. Qui n'est pas un process qui, si t'as pas les connaissances en ayant fait des études de journalisme ou d'école de commerce ou d'entreprise en général, que tu peux pas que t'as pas cette connaissance-là de base, c'est compliqué en fait de faire toute l'administration qu'il y a derrière. Donc oui, je pense pas que ce soit plus facile en vrai. Je pense pas. Et il y a une sorte de diversité quand même de médias qui apparaît, qui permet, comme le Bondi Blog, où nous on essaie de recruter beaucoup de gens qui sont issus de la diversité. Ça, je mets entre guillemets parce que c'est pas comme ça qu'on le dit en interne, mais c'est très minime par rapport à TF1 ou M6, etc., qui, comme tu as dit, je crois que la majorité des gens racisés sont sont des stagiaires, puis après ils dégagent à la fin de leur stage, quoi. Ouais. Alors moi, du coup, je suis pas du tout journaliste. Ah oui. Je suis comédienne et je suis co-directrice du média Talk Tabou Média. Mais pour ma part, je rejoins un peu ce que vous avez dit et je pense pas que ce soit plus facile maintenant. Clairement pas, sachant que nous, toute l'Asie du Sud, on reste vraiment une communauté très minoritaire et on a une visibilité très très mince encore. Et j'ai l'impression que, étant donné que la génération de mes parents, ce sont des personnes qui ont été simplement des immigrés, qui ont travaillé. Moi, je suis aussi de la première génération. Et la deuxième génération sont les personnes qui commencent enfin à s'intéresser un peu plus à la politique, à tout ce qui est sensibilisation autour de ces sujets de racisme, de double culture. Ces personnes-là, c'est celles qui entreprennent et je pense pas que ce soit beaucoup plus facile pour eux parce que il y a aussi énormément de discrimination à l'entrée, que ce soit par rapport au nom, par rapport aux couleurs de peau et on le vit tous. Moi-même, en ayant fait des études dans l'art, je peux vraiment voir, quand tu me l'as dit, en fait, j'étais dans une école où il y avait 800 personnes, j'étais la seule personne sud-asiatique. Donc ça, c'est quand même criant de vérité de ce manque de diversité même dans le côté artistique. Et moi, par exemple, en ce moment, en grandissant, j'ai jamais vu de personnes qui représentaient dans n'importe quel média une personne sud-asiatique. Donc j'ai vraiment grandi en étant invisible dans ce côté-là en fait. Et si, il y a eu Sébastien Follin. Oui, mais je pense que j'étais très jeune pour le connaître, vraiment pour le coup.
Oui, c'est vrai. Voilà, encore une fois, c'est beaucoup plus les îles, la Réunion ou Madagascar ou la Mayotte où on va avoir plus issus de la diaspora quand même, que ce soit indienne, pakistanaise, mais on va pas avoir de personnes vraiment, des personnes immigrées de l'Inde, de Sri Lanka, du Bangladesh, du Népal ou encore du Pakistan en fait, qu'on va voir représenter pour être notre porte-parole en fait, tout simplement. Et à l'heure actuelle, par exemple, cette année, ça a été une grosse surprise. Et c'est vraiment en travaillant avec mon média que j'ai pu voir qu'on a des élus sud-asiatiques, en fait. On a le maire de Creil qui est pakistanais et ça a fait... c'est génial de voir cette représentation parce que ça peut parler du coup pour la génération d'après et nous, on se sent aussi visibilisés à ce point-là. Voilà. Ah, ok. Bah oui, j'étais beaucoup d'accord sur tout ce qui a été dit jusque-là, surtout sur le fait que maintenant il y ait de plus en plus de médias différents, enfin une sorte de diversité au niveau des points de vue, mais c'est un peu un écran de fumée, j'ai l'impression, parce que en tant que journaliste du coup noir et racisé, je vois bien que même que ce soit les médias indépendants de gauche ou les médias mainstream, ces médias-là vont faire appel à nous pour des besoins spécifiques, pour des fois se donner bonne conscience, pour se dire on a traité tel sujet et tant pis, je sais que c'est un statut très précaire, donc le fait de devoir faire appel à nous juste pour tel sujet spécifique ou tel sujet spécifique, et eux se donnent bonne conscience, mais nous finalement on a des piges vraiment de manière parsemée et pas très régulière, et c'est un écran de fumée et ça se voit qu'on n'a pas besoin de nous sur la longue durée. C'est comme tu disais, il n'y a pas de pérennisation en fait de notre activité, c'est juste on a besoin de nous à un instant T pour pour traiter tel ou tel sujet, mais on veut pas de vous sur le long terme en fait, tout simplement. Non, mais rapidement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a déjà la stratification en termes d'emploi qui fait que nous, à la JAR, en tout cas, on a une surreprésentation des pigistes, en plus d'avoir une surreprésentation de femmes, mais qui est impressionnante. Et au-delà de ça, tu as la stratification dans les thématiques, où en fait, c'est ce qu'on disait hier avec des collègues journalistes, qui sont racisés aussi, que en fait nous on se voit dans les médias qui travaillent sur la race ou sur l'Afrique, basiquement, parce que en l'occurrence on est tous nord-africains et que du coup c'était la discussion, mais dans les discussions tu vois quand les gens ils disent moi je travaille avec tel média, en fait tous les gens racisés c'est que des journalistes. T'as aucune personne racisée dans les chefs, que même dans les services Afrique. Et ça qui est ouf, c'est que tu regardes les noms des red chefs des services Afrique ou des services internationaux, et qu'en fait c'est que des blancs qui sont à la direction et c'est que des personnes racisées parce que en fait elles sont cantonnées à ces sujets-là. On est cantonné au sujet Afrique parce que t'es africaine, tu connais forcément, tu parles arabe, c'est bon, on t'envoie là, voilà. T'es noir, c'est bon, tu connais l'Afrique subsaharienne. Et sinon, on est cantonné au-delà de ça au sujet migration, discrimination. Tu connais le racisme, du coup, tu auras plus de facilité à parler avec les gens un peu comme toi, tu vois, t'as des liens, t'as une facilité, t'as un terrain d'accès, parce que les autres, ils les ont pas, ou au sujet banlieue. Et ça, c'est un truc aussi hyper présent dans les médias, notamment parisiens, c'est qu'il y en a aucun, vu qu'il y a il y a une très 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 faible part de blancs qui sont issus des quartiers populaires. C'est que du coup les quartiers banlieues ils sont soit couverts par des personnes qui en viennent ou qui sont sensibilisées et qui du coup sont des personnes racisées, soit couverts par des blancs quand il y a un jeune qui meurt ou quand il y a une grosse affaire ou une personne connue qui vient de ce quartier-là, quoi. Et du coup c'est hyper limitant en termes de sujet, et ça il y a pas du tout, il y a un espèce de plafond de verre qui est hyper important sur les sujets qu'on traite et les postes qu'on arrive à avoir, quoi. Non, mais t'as tout dit. Non, mais c'est vrai que nous, pareil, avec Histoire Crépue, on parle de ça à la base et on va essayer de sortir de ça. Mais j'ai une question, du coup, de quoi est-ce que vous voulez parler à part de ça ? Je pense qu'on a d'autres sujets à traiter, quoi. On peut parler de jeux vidéo et de cinéma comme on veut, si on a envie. Mais juste là, on est cantonné à ça pour l'instant, quoi. Et mais pour ça, il faut qu'on change. Enfin, je sais pas comment changer, mais il y a encore du chemin, quoi. Et là, je me déteste en disant ça parce que cette phrase-là, on l'a dite déjà en 80, dans les années 70, etc. Et du coup, on la répète et il n'y a jamais eu vraiment ce changement.
En fait, j'ai une question justement sur le fait que vous disiez tous les trois et vous aussi que, en fait, quand on est un journaliste racisé, on est cantonné à des sujets qui tournent autour de ça. Comment ça se gère en fait ça dans le quotidien, dans le sens où comment on se positionne quand on nous appelle pour un sujet qui est un sujet typiquement pour lequel on va forcément appeler un journaliste racisé? Comment on gère entre en fait je sais faire autre chose et en même temps je sais pas comment dire, en plus moi je veux dire évidemment moi je suis pas racisée donc voilà, mais aussi j'imagine que ça doit aussi entre je sais faire autre chose et en même temps c'est aussi normal que ce soit des gens racisés potentiellement qui traitent ces sujets-là, donc comment on place le curseur là-dessus en fait? Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui acceptent de traiter ces sujets-là parce que ça les touche et c'est des choses sur lesquelles effectivement il y a besoin d'une parole de concerné pour essayer d'identifier des interlocuteurs pour en vrai effectivement avoir un accès privilégié au terrain parce que t'as pas les mêmes accès quand t'es noir et arabe dans une banlieue que quand t'es blanc. Hein, il faut le dire. Mais je pense que c'est très personnel. Ça dépend des sujets sur lesquels tu as envie de travailler aussi. Moi, je sais que j'ai choisi de faire ces sujets-là, tu vois, parce que c'est des sujets qui m'intéressent, c'est des sujets qui me touchent personnellement de par mon histoire et voilà. Mais il y a des gens qui effectivement sont des femmes racisées et où on leur met tout le temps les sujets de racisme, de misogynoir et où en fait elles le choisissent pas forcément, où elles aimeraient parler d'autres choses et en fait, c'est un peu compliqué d'en sortir parce que, surtout quand t'es pigiste ou que t'es dans tes contrats précaires, en fait, t'as pas le choix. Si t'as envie de payer ton loyer, il faut que tu prennes. On te propose une pige, sachant qu'en presse écrite, pour ceux qui savent pas, on a très rarement des médias qui viennent vers nous. C'est souvent nous qui devons aller dire voilà, j'ai telle idée d'article, est-ce que ça vous intéresse? Et du coup, quand on te propose du taf, en vrai, tu peux pas forcément dire non, quoi. C'est un peu compliqué. Mais ouais, voilà, je sais pas si vous avez... Pour nous, c'est encore différent, j'ai l'impression, étant donné qu'il y a très peu de journalistes connus. Par exemple, moi, déjà, rien que dans mon média, on a recruté une personne et j'en connaissais pas avant. Je pense que c'est très difficile pour ces personnes-là de se placer sur des grands médias, etc., et d'aller chercher justement des opportunités et aussi... Sachant que les sujets liés aux personnes sud-asiatiques sont très minoritaires et on n'en parle pas, c'est pas ces personnes-là qu'on va d'abord commencer à, on va aller vers ces personnes-là. J'ai plus l'impression que pour nous, on doit le faire nous-mêmes en fait. Et pour les personnes qui sont journalistes issus du milieu sud-asiatique, on n'a pas d'autre choix que de le faire nous-mêmes en fait, et que ça soit par blog, en s'associant avec d'autres médias, plutôt que d'aller vraiment à la porte des grands médias pour le moment, ou sinon vraiment s'associer avec d'autres personnes qui sont aussi du milieu et qui sont aussi sensibles à ces questions-là. Et c'est pour ça que on commence toujours par des cercles de parole où on parle de ces sujets-là, que ce soit du racisme, double culture, pour sensibiliser et grossir petit à petit et que ça devient vraiment quelque chose à long terme où on peut aller vraiment dans les grands médias et en parler, et être vraiment visible en fait. Pardon, je recommence. Pardon. On a le problème dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, j'ai la question dans les deux sens. Nous, quand on recrute des journalistes, on a repéré, en fait, on a un pool de journalistes qu'on a ou de chroniqueuses qui ont des thématiques spécifiques. Par exemple, le cinéma, le jeu vidéo ou de l'humour tout court. Et on essaye du coup de les cantonner, nous, à ces personnes qui sont racisées, à ces thèmes-là de trucs. Du coup, on leur commande que dans ces thèmes-là. Mais il s'avère qu'ils sont racisés et voilà, c'est ça. Et c'est ça la différence. Et derrière, en revanche, on nous appelle très souvent pour venir parler, par exemple, de misogynie noire. Et on demande à Someboy spécifiquement, qui est un homme, mais il s'avère qu'il est noir, mais c'est un homme, et on l'appelle lui parce que ils ne connaissent pas d'autres personnes racisées noirs qui peuvent parler de ça, tu vois. Et du coup, nous, on essaie de rediriger vers d'autres gens quand on reçoit ce genre d'appel-là. Mais effectivement, en vrai,
Là, on était au Frames Festival. Là, ça, peut-être qu'on va le couper. On était au Frame Festival il y a 2 semaines et on nous a demandé de parler de diversité, de pourquoi il y avait exactement la même question qu'aujourd'hui. Il y avait peu de personnes racisées sur YouTube et dans la vulgarisation en général. Et voilà, donc on a fait une table ronde, on l'a remplie quand même. Et nous, l'objectif là-dedans, c'était de dire, OK, on sait parler de ça, c'est bon, on s'intègre dans cet environnement-là, mais l'année prochaine, si on revient, on va arrêter de parler de ça, on va juste faire venir les gens qui viennent de chez nous, qui vont parler d'autres choses, quoi. Mais mais c'est un truc un peu long, je pense, où on doit s'intégrer dans des endroits qui existent, qui ont été créés par d'autres gens, et on doit s'incruster, entre guillemets, dans ces endroits-là, pour l'instant en tout cas, et redire qu'on sait parler d'autres choses, quoi. Mais bon, j'ai l'impression qu'on l'a déjà dit plein de fois, qu'on sait parler d'autres choses. On sait parler d'autres choses ? Oui, je voulais juste ajouter que, enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que le journalisme, c'est aussi une profession qui est extrêmement essentialisante. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes sont réduites parce que, en général, pigistes ou précaires ou quoi que ce soit, en fait, à leur existence simple. Et du coup, en fait, c'est extrêmement facile de réduire un individu à ce qu'il connaît le plus. Et du coup, en fait, on va le cantonner à ce qu'il connaît le plus. Et pour sortir de ces cercles-là et du coup, en fait, aller sur des sujets sur lesquels on n'est pas spécialisé, comme par exemple l'économie ou l'investigation ou ce genre de choses, en fait, on retombe dans des dynamiques de classe et dans des dynamiques racialisantes qui font que c'est des thématiques où les places sont chères, où il y a très peu d'opportunités, où en fait, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Le temps, c'est aussi de l'argent. Et du coup, en fait, on voit aussi très bien pourquoi les journalistes racisés sont cantonnés à des sujets de diversité ou des sujets humains ou sociaux, etc. C'est parce qu'en fait, c'est ce qui est plus proche de ces personnes-là, contrairement à, par exemple, l'investigation qui, en fait, est pratiquée en général par des hommes blancs, pareil pour les sujets économiques, etc. Et en fait, du coup, ça a fait aussi une graduation dans le journalisme, malheureusement, parce que on va dire que ces sujets d'investigation sont plus reconnus par la profession, ont plus de prestige, sont plus liés à des bourses qu'on pourrait avoir ou à des prix, etc. Et du coup, en fait, ça va renforcer la précarité de ces journalistes-là en ayant encore moins de revenus et voilà. Pour toi, est-ce que tu as vu une évolution aussi ? Bon, déjà, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je dirais un peu comme Réa. Effectivement, il y a une évolution dans le sens où il y a une plus grande diversité de médias. Maintenant, pour tout ce qui concerne effectivement le mainstream et les grandes... Bon, moi, je suis en presse écrite. Les grands sites de presse écrite, non. À mon niveau, en toute honnêteté, moi, je le vois pas. Voilà. Mais je parle de mon expérience. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, Réa. Est-ce que c'est facile de s'incruster un peu partout ? Non, j'en sais rien. Je le fais par... c'est de la chance. Comment dire ? C'est des chances qui se provoquent, mais... il y a la chance et non, c'est de la chance. C'est une sorte de chance, de hasard d'être dans la niche dans laquelle tu es en train de parler, qui te permet qui intéresse occasionnellement un endroit, qui se disent ok, ça m'intéresse ponctuellement, et plus tard il se dit voilà, tu vois. Et mais ouais, non, je pense que c'est de la chance, j'en sais rien. en tout cas, comment j'essaie de le faire? Ok, je vais essayer de revenir. Comment j'essaie de le faire? C'est de rentrer au moins par un chemin, et justement cette première chance-là, j'essaie de parler aux gens qui décident directement, et après de leur expliquer que si ils veulent continuer, eh ben ça sera pas sans nous, tu vois. Et ça, bon, je le dis pas aussi frontalement que ça, mais l'idée c'est quand même d'instiguer un peu d'instiguer cette idée-là dans la tête de la personne, pour lui dire en fait là t'es en train de raconter un truc où t'essaies de dire vas-y, la diversité c'est cool et tout, mais si tu le fais pas vraiment, ça va pas marcher. Et là c'est là où je dis que j'ai de la chance, c'est parce que je parle de ce sujet-là. Mais si je parlais d'autre chose, je sais pas comment je ferais, tu vois. C'est plus ça. Juste pour rebondir un peu, j'ai l'impression que c'est quand même pas si simple que ça de s'incruster. Pour avoir fait un peu de networking quand même dans ce milieu du journalisme, essayer d'aller parler à des personnes, c'est vraiment pas facile en fait d'entrer en contact, de les intéresser, sachant qu'on parle des personnes très minoritaires et on est vraiment pour le coup
peu visibles, en fait, d'aller chercher un peu ce lien-là avec eux, parce que en fait, ça les intéresse pas. D'une certaine façon, c'est ce que moi personnellement ressenti. Même si on les approche, ils vont nous regarder, mais tant que nous on n'a pas une base solide de ce que nous on fait et ce qu'on montre, et c'est ce que je me suis vraiment rendu compte, tant que nous on commence pas entre guillemets à peser dans le game, bah, ils vont pas avoir ce regard-là vers nous, en fait. Ils vont pas se tourner quand c'est pas à leur profit. Ils vont pas commencer quelque chose de très petit où, bah oui, en fait, il y a les minorités, ça commence à se développer. Mais non, pas encore. Une fois qu'on sera établi, c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment tourner le regard vers nous pour se dire, ah, ça peut être super intéressant d'aller travailler avec ces personnes-là, travailler sur ce sujet-là. Et il y a un truc où je trouve quand même difficile et du coup d'encaisser aussi, parce que par exemple tu dis que t'as toujours pas, tu vois vraiment pas la différence, et ça fait quand même des années, j'imagine, que je travaille. C'est il y a un truc de il y a un désappointement en fait quand même derrière, complètement, mais c'est là où quelque part à l'inverse j'ai commencé vraiment à avoir une espèce de joie aussi, à se dire en fait, on n'a pas totalement toujours besoin à l'ère actuelle, peut-être de cette aide-là, mais qu'on peut vraiment créer nous-mêmes, et que vraiment en donnant toute cette énergie dans ce que nous on fait, bah, ça va venir en fait. C'est vraiment, ça va venir et ça va changer, parce qu'à un moment donné, on pourra plus détourner le regard de nous. C'est un peu ça. Donc, voilà. Je sais pas si ça parle. Moi, je suis un peu moins positive, mais désolée, je veux pas être l'antiphone. Mais la question c'est, est-ce que c'est facile de s'intégrer dans les milieux ? Moi, je dirais non. Toujours en reprenant la base de tout à l'heure de la surreprésentation des personnes, enfin des classes populaires dans les personnes racisées. En fait, même sans dire de vraiment quartier populaire, mais en fait, t'as pas les mêmes références. Et quand t'arrives dans un milieu qui est super blanc, et que tous les gens ils te parlent de trucs, d'émissions, de radio, de telle personne, de tel journaliste, ah mais t'as pas vu, il a sorti un super podcast la semaine dernière, c'est vraiment génial, ah mais sur France Culture t'as pas écouté la série, et c'est que des discussions comme ça. Enfin en tout cas moi je l'ai beaucoup ressenti dans les rédactions parisiennes. Et je trouve que c'est super dur, et je te rejoins de ouf sur le truc de l'intérêt. C'est super dur de les intéresser. C'est super dur de montrer quand t'as pas un big, je sais pas, genre que t'es pas super spécialisé sur la politique de tel truc ou j'en sais rien, que t'as pas vraiment un intérêt hyper spécifique sur un truc que eux les intéresse, donc la politique, l'économie, l'enquête. C'est ce que disait Isia tout à l'heure, tu vois, sur l'investigation. Bah en fait c'est hyper dur. Il te pose pas de questions. Il s'intéresse pas à ce que tu fais, à ce que tu dis, à quel aspect un peu original tu vas pouvoir amener dans le journalisme, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, c'est très dur de vraiment de les intéresser. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais. Non, mais t'avais dit un truc où je m'étais dit ça, il faut que je réponde. C'était en gros. Il y a l'histoire des codes que tu viens de dire, c'est-à-dire je vais reparler de ma situation en tant que producteur où j'essaie de m'incruster dans les endroits et tout. Et c'est vrai que encore une fois, j'ai eu de la chance d'avoir pu bosser avec des gens qui étaient dans le cinéma à un moment, qui m'a permis de savoir les codes de qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter les autres personnes en fait. Et là, ça, je vois avec les autres journalistes ou les autres personnes que je rencontre qui sont racisées ou pas forcément, mais qui sont en dehors de ce système-là, qui n'ont pas forcément les mêmes références que je peux avoir, qui peuvent me permettre de m'accrocher à des discussions avec des personnes dans ce milieu-là. Et du coup, je me dis, si t'as pas eu ça à un moment, tu peux pas rentrer dans la conversation aussi facilement que ça, quoi, avec eux. Et l'incrustation, elle est quand même un peu dure aussi parce que il faut réussir à avoir la même manière de parler que ces gens-là, qui est pas forcément évident non plus,
parce que on a nos vies d'avant ou en dehors, tu vois, où tu parles avec tes potes et tout, et tu te dis bon bah ouais, je parle comme ça, tu sais, et tu parles pas comme ça avec d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup ça crée des portes que t'avais pas envie de créer à la base, quoi. Ouais. Et qui sont, vas-y. Ouais. Je vais poser une question qui est peut-être un peu naïve du point de vue économique, parce que c'est des gens qui ont besoin de travail, tous ces gens racisés qui sortent d'école de journalisme ou non, etc. Mais dans l'idéal, si un écosystème indépendant existait et qu'il était pérenne, est-ce qu'on voudrait investir aujourd'hui les médias mainstream pour proposer cette parole, ou est-ce que en quelque sorte la cause est peut-être déjà perdue de ce côté? Parce que au vu des jeux de pouvoir, peut-être que je suis cynique, mais c'est vrai que j'ai aujourd'hui du mal à m'imaginer qu'il y aurait une bonne volonté ou qu'on pourrait faire pression sur ces questions-là, de sorte à investir ces lieux avec des questions qui nous sont chères et non pas ce que eux acceptent que l'on dise. Bah moi c'est le but avec Histoire Crépue, tu vois, et il n'y a pas besoin d'un investisseur particulier pour financer ce média-là. Moi, je crois pour de vrai, là, pour le coup, pas de blague, mais je crois vraiment en l'intelligence collective et au fait qu'on se réunisse tous ensemble autour d'un projet qui nous ressemble, entre guillemets, et qui va réussir à porter la parole des gens qui nous ressemblent. Ça, j'y crois parce que c'est le modèle économique qu'on met en place, mais je le dis pour moi, mais je le dis pour les autres médias indépendants qui veulent se créer aujourd'hui et qui sont en train de se déployer. Et je le vois, je le sais que d'autres médias, Blast, Mediapart, etc., c'est exactement ce modèle-là qu'on est en train de suivre. Et ça marche, tu vois. Enfin, c'est OK, ils ont leur sujet à eux, mais nous, on ramène un nouveau thème qui est l'antiracisme ou l'histoire coloniale tout court. Et les gens sont en attente de ça. Et je sais que ça va marcher. C'est pas de la méthode Coué, c'est juste je le sais, quoi. Très, très rapidement, hein, je pose aussi la question parce que pour la note positive, moi j'ai conscience de vivre dans une bulle de filtre où les gens autour de moi sont assez engagés, etc. Mais quand je vois mon père qui a 66 ans, qui est ingénieur, maître de conf, etc., qui aujourd'hui me dit tu connais Canard Réfractaire, Blast et Histoire Crépue, j'étais sur le cul, j'étais là en mode ça craint un peu de se dire que là aussi on est à la merci des algorithmes, parce que globalement s'il en a entendu parler, c'est par ses recommandations YouTube tout simplement. Il n'est pas sur Instagram, il n'est pas sur TikTok, etc. Et donc ça, c'est un problème en soi à traiter, j'imagine. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la portée est réelle et que j'ai de l'espoir de ce côté-là. J'ai moins de l'espoir sur France TV, quoi. Enfin, ah oui, bien sûr. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Ah oui, non, c'était sur le fait de pouvoir s'incruster. Et en fait, ça m'a fait penser au fait que souvent, on est dans la performance pour essayer de s'adapter et de rentrer dans les codes et tout ça. Et du coup, moi, ça me pose problème au niveau de qui je suis et de mon authenticité, en fait. Et voilà, ça m'a fait réagir sur ça tout à l'heure, ce que vous disiez. Non, mais c'est super intéressant que tu parles de ça. Et en fait, je réfléchis à ça aussi parce que moi, dans mon parcours en tant qu'artiste, je le vois très clairement, et que, étant donné que je suis arrivée en France, j'étais une étrangère. Ça se voyait déjà, et je pouvais pas aller au-delà de cette différence-là, même si ô combien j'ai essayé vraiment de m'intégrer, de faire l'effort, et parfois jusqu'à la suradaptation. Il y a un moment donné, il y a cette cette envie et volonté de ne plus se conformer qui est venue, et aussi d'asseoir à peu près ma propre identité et de ne pas l'effacer, en fait, parce que c'est ce que j'ai l'impression que j'ai vécu. C'est une fois que tu rentres en France, tu oublies, tu mets vraiment la porte, tu fermes le rideau sur ton autre identité, et effacer cette identité-là qui est là au fond de moi depuis tout ce temps, en fait, je peux pas la nier. Et donc, il y a un réel besoin, je pense, et de créer nos propres identités. Et en plus de ça, qui est double, parce que moi, je suis et à la fois française et à la fois bengali. Donc, c'est hyper important qu'à l'heure actuelle, j'écrive une histoire qui va dans cette narration-là, dans ce récit-là. Et je trouve qu'à travers les médias qui sont beaucoup plus mainstream maintenant, il y a ce pouvoir-là. Et c'est là où je voulais te rejoindre sur cette intelligence et ce pouvoir collectif-là, qui est que
c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la main sur les grands médias, mais le pouvoir collectif qui commence à s'éveiller de plus en plus, c'est vraiment là où il faut aller chercher en fait l'aide et le besoin qu'on a en fait. Et de plus en plus, le collectif, c'est ce qui va porter, je pense, vers l'avant tous les médias qui se créent en fait, tout simplement. Sur le fait de s'adapter, moi c'est pas ok. Je suis pas contre l'intégration. Je suis pas pour ce truc-là de faire des mimiques, de devenir, enfin non, de cacher sa réelle façon de parler ou sa façon d'être, etc. Ça, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était plutôt qu'il faut qu'on comprenne les codes qu'ils sont en train d'utiliser et les moyens qu'ils ont à disposition. En fait, s'ils les ont à disposition en tant que Français, nous aussi, on peut y accéder et il faut juste réussir à rentrer dans ces trucs-là pour pouvoir avoir la même utilisation, enfin, le même argent. Oui, un problème de biais, comment les gens te perçoivent? Ouais. Je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Oui, je disais que déjà en tant que femme noire, quand j'arrive dans un endroit, rien que parce que je suis une femme noire, ça dit des choses, ou en tout cas les gens perçoivent des choses de moi qui ne sont pas forcément en correspondance avec qui je suis. Donc voilà. Excusez-moi de m'incruster comme ça. J'ai fait 6 ans en Angleterre. Donc, j'ai été imprégné du système. Alors, juste pour compléter ce qu'elle dit, en fait, juste une petite question sur Justin Posin. En fait, est-ce que les autres n'ont pas fait le boulot avant nous, en fait? C'est juste ça. En fait, vous avez compris, hein? Lesquels? C'est-à-dire les grands frères. Nos grands frères. Parce qu'il y a une génération... Comment? Quel boulot? Ah bah, le boulot qu'on est en train de faire, là. Ah. Voilà. Vous avez 3 heures déjà. Non, je disais que moi, pour le coup, en tout cas pour les personnes sud-asiatiques, nous sommes vraiment la première génération. Pour moi, c'est vraiment, on est les pionniers on commence vraiment à créer cette représentation, cette visibilité-là, vraiment ce rapport où plus que de l'intégration, on fait partie de l'histoire. C'est ça qu'on est en train de créer pour moi. Même moi, il y a un endroit où j'essaye de me décentrer aussi de tous les biais, etc., qu'on nous a mis, dans lequel j'ai grandi, pour vraiment m'inscrire dans l'histoire, pas être, à côté, en fait, pas à travers le prisme du blanc qui est perçu, qui me perçoit de cette manière-là. C'est que j'aimerais dire à part entière que je suis française et bengali, et c'est ça mon histoire, en fait, et c'est ça que je ramène sur table. Si on va parler ensemble, c'est ça, et pas autrement aussi, d'une certaine façon, en fait. Et donc, en tout cas, pour moi et pour notre, pour les personnes sud-asiatiques, on est vraiment les premiers en France, déjà. Je tiens à le dire parce qu'en Angleterre, c'est encore très différent. Non. L'Angleterre, ça reste très différent étant donné son histoire assez profonde avec l'Inde et la colonisation et tout ce qu'il y a, même des autres pays, Pakistan. C'est quand même très différent. Mais l'histoire avec la France et les pays sud-asiatiques, elle est encore autre chose. Et c'est ça qu'on est en train de créer, de documenter et de mettre en lumière, en fait, pour moi. Donc, pour nous, ça reste encore différent. Je plus sois. Voilà. Du coup, moi, j'avais une question. Je me présente rapidement. Je m'appelle Fano. Je suis né à Madagascar. Donc, voilà, je suis binational, tout ça. Aujourd'hui, je travaille dans une maison d'édition, donc côté communication, web marketing. Et je sais concrètement que je suis le premier malgache, voilà, qui bosse avec eux. Hein, donc, en fait, comment on fait? Donc, ça va dans toute cette question d'identité, de se représenter. Je sais que l'image que je vais leur donner aujourd'hui, en tant que le premier malgache qui bosse avec eux, comment on porte ce poids dans des milieux où on n'est pas représenté? Comment vous le vivez, vous, dans des milieux comme ça? C'est un élément de réponse, disons, mais je pense que tu as plusieurs façons de réagir. Soit tu veux avoir ton CDI et faire un maximum de trucs pour t'intégrer, et tu fais pas de vagues et tu restes à ta place et tu restes le pigiste ou tu restes le stagiaire ou tu restes en retrait, tu te syndiques pas, tu prends pas la parole, tu parles pas des sujets, je sais pas, si par exemple t'as des problèmes avec le traitement médiatique de ton avec le traitement des questions raciales de ton média, tu dis rien. Soit
tu deviens le syndicaliste, l'ajariste, et dans ce cas-là, après, si t'as le CDI, tant mieux, parce que du coup, t'as quand même une position où t'as un emploi qui est pérenne et où tu peux dire un peu tout ce que tu veux jusqu'à une certaine limite, mais voilà, où t'as une parole qui est un peu facilitée et en même temps pas tant, parce qu'en fait, si tu parles un peu trop, on va vite te remettre à ta place, hein. Calmos, tu peux sauter à tout moment. C'est pas parce que t'es là que voilà quoi, que ta place elle est acquise. Donc en vrai, je sais pas s'il y a une bonne façon d'investir nos espaces de travail, si ce n'est se syndiquer et se réunir entre nous, entre personnes racisées, entre personnes minoritaires aussi. Pour essayer de faire bouger les choses, parce qu'en vrai ça fonctionne, tu vois. Il y a des rédactions où même blanches, où il y a, même si c'est des petits trucs, je te dis pas que c'est les rédactions les plus inclusives du monde, mais où il y a des choses qui sont faites sur le recrutement, sur les biais, des formations sur les biais racistes dans le recrutement, des formations sur le traitement médiatique des questions des banlieues, des questions de la race, voilà, des formations avec des sociologues, des formations sur l'antisémitisme, c'est pareil, ça existe et il y a des médias qui le font. Donc je pense que nous, notre job, c'est aussi de pousser à ça et d'arriver à ce que les blancs poussent à ça aussi, et que ce soit pas juste la charge mentale des personnes racisées de dire ah oui, nous on aimerait bien une formation pour que vous arrêtiez d'être raciste, tu vois. Mais non, si j'ai peut-être juste un dernier truc. Après, c'est une réflexion de garçon, je pense, que ce que je vais dire. C'est vrai que c'est une réflexion de garçon plus une réflexion de garçon qui a un peu de position, enfin, qui a un média qui fonctionne aujourd'hui, tu vois, qui fait que je peux me dire, ok, en fait, si tu m'écoutes pas, je m'en fiche de ce que tu as. Enfin, je suis pas obligé d'écouter la personne en face et je vais devoir ou pouvoir m'imposer face à toi, quoi. Mais bon, c'est vraiment une réflexion de garçon. Je pense que ça marche pas partout. Désolé. Avant de te passer la parole, mais moi, j'avoue, j'ai pris le pas d'être indépendant très facilement et ça m'a permis d'avoir une place partout où je voulais. Voilà. Mais après, c'est un choix. Vraiment rapidement, je pense que moi, personnellement, étant donné qu'on est vraiment une petite structure et qu'on est vraiment encore très, très jeune, vraiment le poids à porter reste difficile, mais je compte vachement sur la collectivité. Pour le coup, j'ai l'impression que pour mon média à moi, en moins de 2 ans, j'ai jamais vu autant d'engagement, vraiment de renouveau, et surtout de la part des plus jeunes. Enfin, déjà, j'en ai une qui est là et c'est incroyable. Merci Fiona. Mais vraiment, je vois l'engouement autour des jeunes et j'ai l'impression que c'est eux aussi qui nous portent. Et donc, le poids dont tu parles n'est pas aussi lourde qu'elle peut paraître en fait face à des géants qu'on a en face. Et je pense qu'il ne faut pas juste oublier de là où on est et s'ancrer beaucoup plus dans ce qu'on fait et d'être constant là-dedans plutôt que d'aller voir trop haut et de voir le gap qu'il y a et de se souffrir de ce gap-là en fait. Déjà, merci beaucoup pour cette discussion parce que je suis journaliste et racisé, donc ça m'intéresse beaucoup. J'avais juste 2-3 petites réflexions par rapport à ce qui a été dit. La première, je sais qu'on l'a déjà fait et ça, je voulais le dire, donc ça, merci de l'avoir dit avant parce que j'ai un peu de mal quand même avec le terme incrusté, puisque par définition, pour moi, le terme s'incruster, c'est être à un endroit où on devrait pas être. Donc déjà, est-ce que c'est pas un aveu d'échec aussi de partir avec ce terme-là en disant que il faut essayer de se conformer. Alors après, je comprends que par rapport quand on a du taf et que on fait face à des blancs, logiquement, on essaye de se conformer. Mais est-ce que, premièrement, c'est pas un aveu d'échec ? La seconde réflexion, c'est aussi de se dire que on a parlé d'évolution au début, mais je crois que la première question, c'était est-ce que ça a évolué ? Mais comment on justifie, comment on interprète l'évolution, sachant que moi, personnellement, si demain, il y a, je sais pas, 3 ou... Je suis peut-être un peu optimiste, mais 3 ou 4 fois plus de stagiaires ou d'alternants racisés dans les rédactions, est-ce que ça sera une victoire ou pas ? Personnellement, je pense pas. Et est-ce qu'on devrait pas plutôt prendre pour une victoire le fait que enfin il arrête d'avoir dans toutes les rédactions, et y compris les rédactions, et ça c'est la troisième réflexion, des médias indépendants de gauche? Est-ce qu'on devrait pas être encore plus dur justement avec eux, sachant que tous leurs chefs sont blancs et pour la plupart du temps des hommes aussi surtout, donc
voilà, c'est un peu les deux réflexions sont un peu liées à la fin, mais est-ce que l'évolution, on pourra pas la justifier une fois qu'il y aurait plus de chefs racisés tout simplement, et aussi des femmes, parce que c'est important, voilà. Sur l'incrustation, c'est un mauvais terme. C'est juste dans la conversation, on a utilisé ça. Moi, l'idée, c'est pas de s'incruster tout court, c'est juste de dire, ok, on prend la place qu'on doit prendre, qui était là déjà à la base, mais qu'on doit juste récupérer à un moment, tu vois. Enfin, juste reprendre ou la prendre. Incruster, c'est pas un bon mot. Je suis d'accord. Sur l'histoire des, je sais pas, est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait des personnes racisées, femmes, au pouvoir de médias indépendants, changera quelque chose? Ouais, ok, ouais. C'est une fausse question, mais oui. Non, mais oui, en fait, c'est parce que depuis le début, on est en train de parler d'évolution, et donc, j'imagine qu'on parle de chiffres, en fait, mais moi, personnellement, ça m'intéresse pas trop. Je veux dire, j'ai pas l'impression que, certes, c'est bien, évidemment, je suis toujours pour qu'il y ait le plus de racisés. S'il y en a pas, évidemment que c'est important, mais je veux dire, ça va aussi avec le fait de s'incruster. Alors, si c'est un mauvais terme, je suis d'accord avec toi, du coup, mais quand est-ce qu'on arrête aussi de se conformer à ces chefs-là qui sont blancs? C'est-à-dire qu'il y a aussi une expression qu'on dit souvent dans le journalisme, c'est-à-dire que quand la porte elle est fermée, il faut passer par la fenêtre, mais quand est-ce que nous, on va devoir arrêter de passer par la fenêtre, en fait, pour faire juste notre métier et faire juste ce qu'on a envie de faire, tout simplement? Non, mais moi je rejoins sur le dernier propos sur les médias indépendants. On en a parlé, mais oui, effectivement, en fait, il y a aucun peut-être et Histoire Crépue est quand même un média qui est par et pour les personnes racisées, même si pas que pour, mais qui en tout cas est créé par. Et pour toi, c'est pareil. Mais dans les médias mainstream, il y en a pas. Et dans les médias indépendants qui sont plus généralistes, qui traitent pas que de la race, je pense à Mediapart, je pense à Street Press, je pense à Basta et tout. Street Press, effectivement, a une de ses chefs qui est une femme racisée, mais c'est peut-être l'exception en vrai. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas en tête là comme ça, et c'est un problème, oui, de ouf. Genre, en vrai, c'est évidemment un souci, et c'est effectivement à eux qu'on devrait mettre la pression aussi en premier lieu, parce que c'est les premiers à faire appel, typiquement à nous, tu vois, sans parler de eux spécifiquement. Mais c'est des médias comme ça qui font appel à des associations comme la JAR pour dire, on veut des formations, on veut que vous nous montriez comment est-ce qu'on peut prendre plus de personnes racisées dans notre recrutement, comment est-ce qu'on peut mieux parler des questions de race. Et en fait, dans les faits, il y a pas grand chose qui se fait derrière, quoi. C'est un peu limité. On n'a pas de CDIsation de personnes racisées. Nous, on essaye de faire des choses. Par exemple, un des trucs qu'on fait, c'est des speed dating pour essayer d'intégrer des personnes de la JAR dans des rédactions. Et donc, par exemple, ça, c'est principalement, pour l'instant, on l'a fait principalement avec des médias indépendants, parce que c'est eux qui acceptent, et c'est avec ces rédactions-là qu'on a des opportunités, et c'est super. C'est vraiment une bonne chose. Mais maintenant, il faut passer la seconde. Genre, il faut CDIser, il faut mettre des personnes racisées au poste de direction, de rédacteurs en chef, de rédacteurs de service, de rédacteurs en chef de toute la rédaction, de directeur de rédaction. Il faut, en fait, genre, on peut pas juste rester en mode pigiste, vous nous appelez quand vous avez besoin de nous. Genre, ça marche pas comme ça. Donc, oui, de ouf, je rejoins. Alors, moi, c'est Yelji, je suis réalisateur. Donc, je vais juste émettre une idée. Voilà, là, je suis en train de créer un projet, là. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, mais je ne vais pas développer. Je vais juste émettre une idée comme ça. Moi, quand je réalise, j'écris, on est plusieurs. Et il y a un système, en fait. J'écris le scénario, je l'amène, les deux, ils me disent non, mais tu ne peux pas dire ça. C'est-à-dire, en fait, on nous a mis dans un système. Et c'est ce qu'il disait. Après, j'ai vécu 6 ans en Angleterre. Moi, j'invite tout le monde. Ceux qui sont déjà allés, ils savent comment ça fonctionne là-bas. Moi, je dis tout simplement qu'on doit créer nous-mêmes. Et c'est vrai, il a raison. Pourquoi on doit se conformer? Pourquoi on ne peut pas créer nous? Les autres, ils ont créé. Ceux qui sont avant nous, vous savez de qui je parle. Ils ont créé. Pourquoi nous, on ne peut pas créer? Donc, moi, ce que je pense, il faut... Je parlais de nos grands frères tout à l'heure, hein. C'est-à-dire avant nous. Donc, il y a un système dans lequel on essaie de nous maintenir. Je vous dis,
quand j'écris mes scénarios, on me dit non, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Et pourquoi? Pourquoi les autres ils le font et nous on peut pas le faire? Donc moi je dis quoi? On doit maintenant réfléchir à travailler ensemble. Je crois que c'est la force. Pourquoi ne pas créer quelque chose qui va faire avancer? Une fois qu'ils verront qu'on est un collectif, un bloc, là, je pense que les choses vont changer. Si chacun reste de son côté, je crois qu'on va pas faire quelque chose. Je crois qu'il y a 2 jours ou 3 jours, j'étais en train d'écouter Histoire crépue. T'as donné l'information, je suis repassé dessus plusieurs fois parce que je connaissais pas ce lieu. Et je suis allé y chercher parce que j'avais envie de participer. Et quand on a envie, tous ceux qui sont là, qui cherchent à peut-être évoluer dans le travail, parce qu'il y a nos enfants derrière aussi. Hein. Là, moi, je suis là, j'ai ma fille qui est à l'université, j'ai des jumeaux, je vois que ça grandit, ça va vite. Il faut qu'on pense à ceux qui sont derrière. Et tant qu'on n'aura pas ce projet-là, c'est-à-dire, comment les autres, ils ont cassé la barrière, on doit faire la même chose. Tant qu'on va rester là, on ne va pas aller. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Juste un dernier truc sur le terme d'incrusté. Non, mais je pense que c'est important parce que là, tu l'as repris, tu l'as réutilisé, tu as utilisé un terme surtout, c'est le système dans lequel on est, qui n'est pas fait pour les personnes racisées, qui a été créé pour les Blancs à la base, à travers la colonisation et tout. Enfin, faut aller voir les vidéos d'Histoire crépue, je saurais pas mieux l'expliquer. Mais en gros, le système dans lequel on est en France, en tout cas, fait en sorte que les personnes blanches aient le pouvoir à la base et derrière, il y a des autres gens qui peuvent potentiellement monter jusqu'à un certain niveau. Et bref, et du coup, on est obligé de s'incruster ou de trouver les moyens pour se dire ok, lui, il a réussi à monter à cet endroit-là alors qu'il n'est pas bien plus compétent que moi, voire même plus nul que moi. Pourquoi? Eh ben, je vais regarder son chemin et je vais essayer de prendre son chemin derrière lui, ou je vais faire en sorte de dire à son chef, bon, bah, dégage-le lui et prends-moi. J'exagère là. Mais tu vois, l'idée, c'est ce truc-là de système qui fait que on est obligé d'utiliser des mots un peu chelous et de s'incruster, quoi. Mais super rapidement, mais j'y pense depuis tout à l'heure, parce qu'on parle du système. Est-ce que c'est pas le système qui fait que depuis le début de l'intervention, t'arrêtes pas de dire que t'es arrivé à tel endroit parce que t'as eu de la chance? Et oui. Bah oui. J'ai eu que de la chance sur toute ma vie. Enfin, oui. Ouais, moi je voudrais rebondir sur le fait que, comme on disait, ça serait bien de pouvoir créer encore plus de médias indépendants et tout. Mais après, il y a la question du modèle économique, en fait, et comment ça peut être périn, je sais pas, pour que on puisse bosser dans des endroits, des milieux où on s'investit, on traite des sujets qui nous intéressent, mais qu'on puisse être payé pour ça et bien payé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi ça la limite. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous faites Histoire crépue à ce niveau-là. Non, mais on est financé par les abonnés comme par les abonnés. Et comme Mediapart, comme Blast, comme Street Press, on a exactement le même modèle économique que eux. C'est les gens qui nous payent. Et c'est pareil pour eux. En vrai, si les gens arrêtent de payer Mediapart, Mediapart s'arrête, quoi. Ils payent pas. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est la même chose pour nous. Et ça, ce modèle-là, moi, je pense que ça existe pour plein d'autres choses. Et enfin, il y a tellement, mais c'est juste on se fait piéger pour le coup par le système des algorithmes de Insta, YouTube pour l'instant, et c'est ça. Mais ça marche pour l'instant. Et un dernier truc, c'est Bondi Blog, c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire en vrai, de créer des choses qui permettent aux gens de sortir de l'endroit où ils sont et de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Et voilà. Et après, il y a d'autres initiatives que j'ai pas en tête là, mais ouais. Bah, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est compliqué dans les médias indépendants, c'est qu'il y en a beaucoup qui essayent de se distinguer par la présence de personnes racisées, par la production d'informations alternatives sur les questions de race, sur les questions de racisme et tout. Et au final, dans leur organisation interne,
elles se retrouvent à avoir les mêmes logiques de domination que des médias mainstream et à exploiter en fait des corps noirs, des corps racisés, à exploiter des femmes principalement par ailleurs, parce que la surreprésentation des femmes pigistes, blablabla. Et où en fait on se retrouve à même devoir boycotter des médias indépendants parce que ils nous traitent trop mal et c'est trop grave, genre c'est trop grave de lire des enquêtes journalistiques sur des médias qui en fait ont exploité ou ont harcelé des personnes racisées, enfin des employés racisés. C'est trop grave de devoir nous donner les bons plans et les mauvais plans entre journalistes pigistes racisés en mode va pas là-bas parce que franchement ils te payent le feuillet. Le feuillet c'est 1500 signes, c'est une façon de payer les pigistes en presse écrite. De dire va pas là-bas parce qu'ils payent trop mal, de dire va pas là-bas parce qu'en fait ils payent 3 mois après et après tu peux pas payer ton loyer. Enfin en vrai il y a aussi pas mal de médias qui exploitent, même s'ils ont des valeurs hyper humanistes et antiracistes et féministes, qui exploitent en fait leurs employés, ou leurs pigistes issus de la diversité. Du coup, c'est hyper compliqué de composer avec toutes ces variables là. Et en vrai, des fois, il faut faire des compromis et des fois, il faut dire non, stop, j'arrête de travailler avec toi. Ou alors des fois juste les gens arrêtent, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de journalistes racisés qui arrêtent le journalisme. C'est parce que c'est trop dur, genre c'est très très dur et il faut en vouloir de ouf pour réussir à travailler avec tes valeurs et à payer ton loyer. Je peux juste faire une petite note où moi, juste dans mon vécu, c'est-à-dire que moi, tout ce que je fais dans mon association, c'est bénévole. Et je le fais vraiment parce que c'est hyper important pour moi. Et il y a que ça qui me tient, parce que sinon, je pense qu'il y a longtemps, je serais partie aussi, dans le sens, ça demande énormément d'investissement, énormément d'efforts, et sachant que je suis quand même à la direction de ce média, donc il y a un réel travail de structure et de refonte aussi dans tout ce qu'on veut faire. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, étant donné qu'on est vraiment petit, ça nous laisse le temps de dire comment est-ce qu'on va s'organiser aussi en interne, qu'est-ce qu'on va faire et comment on veut évoluer aussi. Et c'est sûr qu'en tant que petit média, on n'a pas encore les subventions qui nous tombent dessus ou quoi que ce soit, et il va falloir vraiment vraiment beaucoup travailler, mais ça me laisse quand même un espoir, parce que rien que venir aujourd'hui et vous avoir parlé et d'avoir échangé, ça fait quand même connaître mon média, et je me dis ok, c'est déjà un premier pas, et je vais quand même toujours un petit peu comme Histoire Crépue dans ce... On parlait de système et d'économie, et je me dis qu'il y a cette économie quelque part humaine et collective qui va permettre aussi d'atteindre les buts et les objectifs qu'on s'est mis aussi. Parce que, étant donné qu'on a quand même des gros groupes autour de nous et qui sont trop puissants, il y a que par cette force-là qu'on va pouvoir arriver à ça. Et quelque part, étant donné qu'on est les premiers, on doit aussi le faire pour les prochaines générations, en fait, tout simplement. Eh bien, on va conclure dessus. Merci, vous pouvez les applaudir. Si je résume rapidement, pourquoi il y a un tel manque de diversité? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, et que c'est à nous aussi de faire le travail. Et ça se fera par plusieurs choses, par l'intelligence collective, par la moula collective, et aussi par notre force et notre volonté à toutes et à tous, si je résume. Et nos luttes, surtout. Et nos luttes, exactement. Merci à vous. C'était le Cozy Lab. Vous pouvez aussi applaudir si vous voulez. Vous pouvez le réécouter du coup en podcast pour ceux qui sont là. Ceux qui l'écoutent déjà en podcast, vous le réécoutez 2 fois la même info. Il y a, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, demain il y aura pour comment soutenir les médias quand on est fauché. Parce que l'argent et la moula font aussi la création. Et doit-on créer de l'information / des médias qui va répondre aussi à certaines des questions qui sont posées là. Merci encore. Si vous voulez suivre le Cozy Lab, c'est sur Insta, le Cozy Lab, et c'est en podcast sur toutes les plateformes de podcast, le Cozy Lab. Voilà. Ah pardon, trop bien. C'est LECOSYLAB. Ouais, le Cozy et Lab. Voilà. COSYLAB.
Voilà, merci à vous. Le Cozy Lab, c'est des discussions à écouter partout dans toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous